Bonjour et bienvenue dans la bibliothèque de Bruno Lalonde. Nous sommes le 7 juin 2016 et aujourd'hui, eh bien écoutez, je pose une question. C'est moi l'intervieweur de Bruno et aujourd'hui on se penche sur la question suivante. Peut-on être l'homme d'un seul livre? Alors, il faudrait d'abord, comme chez les Anglais, qui eux se piquent d'être des bons débatteurs, que l'on définisse ce que j'entends dire par l'homme d'un seul livre. Eh bien, un homme d'un seul livre, ça serait quelqu'un qui va chercher toute sa substance. Je fais la différence entre matière et substance. On peut aller chercher de la matière dans bien des livres, mais de la substance, on en trouve très rarement. Et est-ce qu'on peut aller chercher sa substance dans un seul livre? Par exemple, les Mémoires de Saint-Simon. Bruno, répondez à cette question. Maintenant que j'ai bien compris la réponse, je vais tenter d'y répondre. Et tout de suite, sans réfléchir, je te dis oui. Parce que justement, j'en fais l'expérience. Il y a une auteure que je lis, que je relis. Je pense avoir lu au moins 8 fois ses mémoires. Non pas dans l'intégralité, mais dans la quasi-totalité. Et laissez-moi deviner de quel auteur il s'agit. Simone de Beauvoir. Voilà. La première fois que j'ai lu Simone de Beauvoir, ses mémoires, j'avais 18 ans et je vivais dans une petite chambre dans le ghetto McGill et je travaillais dans une compagnie, dans une usine de textile. J'étais manœuvre sur ce qu'on appelle une navette volante. Je faisais rouler des rouleaux de tissu qui s'enchaînaient les uns aux autres et je faisais ça pendant de 8 heures le matin à 4 heures l'après-midi avec une pause d'une demi-heure. Une fois, je manquais de sous, j'avais volé la savonnette de l'usine qu'il y avait dans la salle de bain, une espèce de salle de bain, enfin, il faut le dire vite. Et le patron, un vieux juif atrabilaire d'environ 80 ans, qui déambulait au milieu de ces machines poussives, et nous, travailleurs harassés, souffrant sans fin au milieu de ces rouleaux de tissu dans lesquels on s'enroulait nous-mêmes, nous a convoqués, après les heures habituelles de travail, c'est-à-dire 16 heures, Ah, ok. Moi, je pensais 9 à il 5. nous a tous réunis, la petite vingtaine d'employés, et à chacun d'entre nous, il a dardé son regard, il a posé son regard inquisiteur sur nous pour nous demander: Est-ce-vous qui avez volé le savon? Ils étaient tous innocents de cet infâme larcin. J'étais le seul coupable. Et quand il a posé son regard talmudique sur moi, son regard, son regard de savant fou, eh bien, j'ai eu peur. Et je me suis senti atrocement coupable, comme si j'avais commis, disons, un meurtre. Comme si j'avais tué Caïn. Comme si j'avais commis un crime à la dimension Cataclysmique? cataclysmique, un crime d'une ampleur biblique. J'avais volé un savon. Un petit savon, une petite savonnette. Alors, exténué, fourbu et, disons-le franchement, très déprimé, je regagnais mon réduit, cette petite chambre minuscule de la rue Prince-Arthur, et je lisais les mémoires, ou j'y lisais les mémoires de Simone de Beauvoir. À 18 ans, mon cher jeune ami Fred, on est bourré d'hormones, on est bourré de vie, on est bourré de vitalité. On a toutes les réponses, mais au fond, on sait rien. Et au fond, on chie dans son pantalon. On crève de trouille devant cette vie infiniment complexe où nous sommes appelés à comparaître dans des tribunaux inquisitoriaux où on est jugé pour avoir volé une savonnette. Et en lisant les mémoires de Simone de Beauvoir, évidemment, j'avais lu Camus, donc je connaissais Camus. On y retrouve Merleau-Ponty, on y retrouve Cosler, on y retrouve Paul Nizan, on y retrouve
divers personnages les plus importants de la scène intellectuelle française, et aussi les amis de Sartre, les petites amies aussi de Simone, qui ont des vies un peu difficiles, des vies étranges. Et ces mémoires-là où s'entremêlent les petits faits de la vie quotidienne, les grands faits politiques, les Américains qui lâchent 2 bombes atomiques sur le Japon, la guerre d'Indochine. La guerre d'Indochine, la guerre d'indépendance, où Sartre a vu son appartement plastifié par des partisans d'Algérie française. Alors évidemment, à 18 ans, qui est Cosler, qui est Merleau-Ponty? Il y a des passages magnifiques que j'ai relus il y a quelques jours sur Giacometti. Giacometti et Sartre, qui étaient de grands amis. Les 2 hommes avaient une véritable amitié. D'ailleurs, je l'ai. Est-ce que je l'ai? Est-ce qu'il est pas loin à portée de main? Je peux continuer, je vais regarder, voir si je trouve pas mon exemplaire de Simone de Beauvoir. Mais c'est vous qui tenez le dé, mon cher, de cette discussion-là, et j'ai une réponse catégorique. Bon, d'accord. Ah, il est là, voilà. Ah, J'ai bon. retrouvé, parce que, vous voyez, la force des choses, je vous le montre, la force des choses, je vous le montre à l'écran, voilà. Eh bien donc, la force des choses, je l'ai relu, et en fin de compte, j'en suis venu à la conclusion partielle qu'au fond, relire indéfiniment ce livre, c'était relire ma propre vie. L'ayant lu une première fois à 18 ans, étant dépassé par l'ampleur intellectuelle du personnage Simone de Beauvoir et de son compagnon Jean-Paul Sartre, dépassé également par les événements historiques qui y sont relatés. Je l'ai relu à 25 ans, et déjà j'y voyais un peu plus clair. Un peu plus clair également en moi. Vous aurez compris que j'ai fini par quitter cet emploi improbable pour enchaîner avec d'autres emplois tout aussi improbables jusqu'au jour où j'ai eu enfin la révélation de devenir libraire. Mais cette révélation de devenir libraire est venue au terme d'une quête dans le désert. J'ai fait tous les petits métiers inimaginables. Peintre étudiant. Ah ben ça, étudiant, j'ai même été étudiant. J'ai même été étudiant. Voulez-vous nous en lire un extrait? Je vais essayer de vous lire un extrait que j'ai jugé, que je juge. Et évidemment, c'est dans celui-là aussi où elle raconte son aventure amoureuse avec Nelson Algren, l'écrivain Chicago, qui a remporté le prix Pulitzer. Et donc, Nelson Algren vivait dans le quartier malfamé de Chicago. Et tous ses amis étaient des prostituées, des junkies, des jazzman. Et franchement, Simone de Beauvoir appréciait beaucoup ces personnages-là atypiques. Et Simone de Beauvoir avouait, confiait, apprécier ces personnages hors normes qui l'enchantaient. Et, bon, attendez, je vais lire un passage ici au hasard. Tenez. L'argent me posait des problèmes. Je le respecte parce que pour la plupart des gens, il est dur à gagner. Quand au cours de cette année, je me rendis compte que désormais Sartre en aurait beaucoup, je fus effrayé. Nous devions de l'employer le mieux possible. Mais comment choisir entre tous ceux qui en avaient besoin? Dans les petits chemins autour de la Poèze, nous parlâmes avec inquiétude de nos nouvelles responsabilités. En fait, nous les éludâmes. Sartre n'avait jamais pris l'argent au sérieux. Il détestait compter. Il n'avait ni le goût, ni le temps de se transformer en institution philanthropique. D'ailleurs, il y a quelque chose de déplaisant dans les charités trop bien réglées. Il donna presque tout ce qu'il gagnait, mais au hasard des amitiés, des rencontres, des sollicitations. Je regrettais qu'il entrât de l'étourderie dans ses générosités, et je calmai mon malaise en dépensant pour moi le moins possible. Dans ma tournée en Amérique, il me fallait une robe. Dans une petite maison, j'en achetai une, en tricot, que je trouvais ravissante, mais chère, 25 000 francs. 25 000 francs anciens, on divise par 10, ça donne 2500 francs, on divise
par 4, ça donne 400 $. Ce qui était beaucoup, beaucoup d'argent. C'est ma première concession, dis-je à Sartre, et je fondis en larmes. Cela fit rire mes amis, mais je me comprends. J'imaginais encore, bien qu'ayant démontré le contraire dans le sang des autres, qu'il existait un moyen de ne pas tremper dans l'injustice sociale, et je nous reprochais de ne pas le chercher. En fait, il n'y en a pas, et j'ai fini par penser que la solution de Sartre en valait bien une autre. Il n'était pas satisfait d'ailleurs, car les privilèges lui pèsent. Nous avions des goûts petits bourgeois. Notre train de vie resta modeste. Tout de même, nous allions dans des restaurants et des bars que fréquentaient des nantis. On y rencontrait des gens de droite. Ça nous agaçait de tomber partout sur Louis Vallon. Sans jamais m'habituer à notre nouvel état, peu à peu, à tort ou à raison, j'hésitais moins à en profiter. C'était si contingent la manière dont l'argent venait et repartait. Plusieurs fois, j'entraînai Sartre dans des voyages coûteux. Je les désirais si fort et ils m'apportèrent tant que je ne me les reprochais pas. Dans l'ensemble, la manière dont je consentis à certaines concessions, tout en refusant d'autres, fut certainement arbitraire, mais je crois impossible d'établir sur ce plan aucune ligne de conduite cohérente. J'en reparlerai. Alors, tu vois, cette question-là de l'argent, évidemment, Sartre était absolument prodigue. Il disait de lui-même qu'il avait une cervelle d'or. Et il laissait des pourboires gigantesques lorsqu'il allait dans les restaurants, tant et si bien que Simone, derrière lui, reprenait parce qu'elle disait que les pourboires étaient si énormes, si grotesquement énormes, qu'ils pouvaient même causer de la gêne à ceux qui les recevaient. Ce à quoi Sartre répondait que s'il devait faire vivre un homme, il fallait que cet homme-là vive bien. Alors évidemment, la générosité, la folie créatrice de Sartre et de sa compagne, Simone de Beauvoir, ont accompagné ma vie. Et pour répondre donc à cette question-là, initiale, est-ce qu'on peut être l'homme d'un seul livre? La réponse pour moi est sans aucun doute oui. Et plus je vieillis, plus j'admire le travail de Simone de Beauvoir. Elle est restée fidèle à ses engagements politiques, elle est restée fidèle à son idéal d'écriture, elle a vécu, elle a aimé, elle a voyagé, elle a écrit, elle s'est impliquée, elle a vécu à fond, elle a profité de cette vie avec intensité, elle a profité de cette vie sans regarder à la dépense, sans regarder derrière elle. Elle a vécu à fond cette unique vie que les existentialistes prétendent avoir. Permettez. Librairie, bonjour. Je te rappelle dans 1 minute. Merci. Ben voilà, je te laisse le mot de la fin, on va finir là-dessus. Eh bien alors, la réponse est positivement oui. On peut être l'homme d'un seul livre et parfois même, on y relie sa propre vie. Alors, on vous remercie d'avoir été des nôtres et on vous invite à liker la vidéo, laisser un commentaire et on se retrouve pour une prochaine entrevue du maître. Non, tu sais, je suis pas un maître. Bon, ben écoutez, quelle modestie. Merci beaucoup.